C'est parti. Bonjour, bonjour. On vient juste de brancher le Facebook Live. Je sais pas, on va regarder tranquillement qui est derrière l'écran pour ceux qui sont connectés. J'en profite du coup pour me présenter ou me représenter parce que vous êtes quand même pas mal de fidèles à revenir régulièrement. Donc du coup, je suis Chef Jésus, on est à Bordeaux, dans mon atelier de la rue Pelleport, donc pas très loin, au bout de cette rue, en fait, il y a la gare Saint-Jean, et de l'autre côté, à vol d'oiseau, il y a l'Institut Bergonié. Voilà. Et pourquoi je vous parle de l'Institut Bergonié? Parce qu'aujourd'hui, on est déjà sur le Facebook de l'Institut Bergonié pour faire ce Facebook Live, puisque vous le savez, depuis plusieurs années, on travaille avec l'Institut pour donner des cours pour les patients et les patientes qui se soignent à l'Institut Bergonié, et du coup ces cours dits en présentiel, eh bien on les fait aujourd'hui en distanciel. Je m'amuse avec ces deux mots parce qu'ils sont rentrés dans un vocabulaire qu'on n'avait pas l'habitude d'employer. Tout ça pourquoi? Tout ça pour qu'on reste en contact. Ça a été un souhait commun des équipes de l'ERI. L'ERI, c'est l'espace rencontre information de l'Institut Bergonié, des équipes de la communication, de l'Institut Bergonié et de moi-même, de rester en contact et de continuer à tisser cette relation qu'on a tissée depuis le début, en espérant, et je le souhaite du fond du cœur, que très vite on se retrouve à nouveau en présentiel, puisque vous avez déjà fait remonter... Hop. Pardon, je ne l'avais pas mis en vibreur, je vais le mettre en vibreur tout à l'heure. Vous aviez déjà fait remonter des informations avec un petit peu vos inquiétudes de savoir si ces cours finalement allaient devenir des cours en ligne. Alors, pour le moment, on fait avec ce qu'on a, donc on est sur des cours en ligne. J'essaye de vous donner le max pendant 2 heures, parce que c'est une petite course de fond, mais vous interagissez, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent pendant ces 2 heures-là, donc c'est juste géant et génial. Mais oui, on essaiera de reprendre les cours en vrai, dans la vraie vie, vous savez, quand on se touche, bon, on s'embrasse plus trop. Mais oui, c'est le but, ne vous inquiétez pas. Même si ce cours, du coup, permet de couvrir un plus grand nombre de personnes, puisque dans ces cours en présentiel, on est 7-8 maxi, pour avoir quelque chose à taille humaine. Je ne suis pas tout seul à l'atelier. Quand je regarde dans cette direction-là, derrière la caméra, il y a Johanna. Johanna, elle va s'occuper aujourd'hui de filmer. Donc, elle est en stage à l'Institut Bergonié. Elle va s'occuper des commandes, d'essayer de ne pas bouger trop vite pour qu'on puisse flâner au milieu de la cuisine. Et puis, à ma droite, il y a Lucie. Lucie, elle travaille au service communication de l'Institut Bergonié. Et elle est derrière son écran pour pouvoir relayer un petit peu, parce que moi, on a fait le choix que je ne sois pas devant un écran, je suis avec vous. Et on va aller couper tout ça. Voilà, voyez, regardez. Je fais éteindre pour qu'on soit bien tranquille entre nous. Donc du coup, Lucie va nous faire le relais de tous vos petits commentaires. Et puis n'hésitez pas, c'est un moment qui est fait pour vous. Donc s'il y a des questions, vous les posez via l'intermédiaire de l'interface du Facebook Live. Lucie va me les répéter à haute voix et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je crois, mais c'est un super chiffre ça, vous êtes déjà plus de 31 derrière l'écran. On ne fait pas de concours, hein, mais je peux vous dire que nous, ça nous fait chaud au cœur quand on sait que vous êtes tous derrière et qu'on est vraiment ensemble. Alors, je compte sur vous et surtout, c'est votre moment, donc n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous voulez, ou si c'est juste pour dire « waouh » ou « zut » ou enfin voilà, c'est votre moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On avait mis les recettes sur le Facebook. Là aussi, vous avez posé beaucoup de questions. Les recettes, quand vous ne les trouvez pas, en fait, sur le Facebook de l'événement, enfin, sur l'événement de ce cours, il y a un onglet discussion. C'est dans cet onglet-là qu'il faut aller chercher les recettes. C'est vrai que moi-même, l'autre jour, j'y étais, c'était pas évident. Il y a 2 onglets. Et c'est dans l'onglet discussion que vous allez trouver les recettes. Et d'ailleurs, les autres recettes qu'on a fait avant. Alors, je vous ai choisi 2 recettes. Une salée et une sucrée. La dernière fois, on a fait une entrée, un plat, on change de temps en temps. Là, on va faire une pastilla de poulet. Alors, je vous entends déjà dire, la pastilla, normalement, c'est au pigeon. C'est des recettes du Maghreb, effectivement. Moi, je me suis approprié la recette et on va la transformer un petit peu. J'ai gardé la feuille de brique, j'ai gardé le sucre glace, j'ai gardé pas mal de petites choses, des fruits secs. Je vous ai demandé d'acheter des pruneaux, d'acheter des abricots secs, d'acheter des amandes effilées.
Donc on va enfermer cette pastilla dans une petite feuille de brique. Vous allez voir, après on saupoudre de sucre glace, c'est joli comme tout. Et on va enfermer ça dans un lit de salade. Alors je vous avais dit de prendre la salade que vous vouliez. On va zoomer vers le plateau si tu veux, Johanna, comme ça pendant que je parle. Moi j'ai pris une petite laitue, voilà, pour qu'on soit tranquille. Et on va faire... On tourne autour de la mandarine et de la clémentine aujourd'hui. On va faire une petite vinaigrette du soleil. Pourquoi je dis vinaigrette du soleil? Parce que c'est une vinaigrette à base d'une réduction de jus de clémentine. Ça, c'est pour le plat. Et puis pour le dessert, vous voyez qu'il y a des petits spéculoos. Il y a de la confiture d'orange amère. Il y a encore des clémentines. Il y a des œufs. Et si on part un petit peu vers là, il y a du chocolat. Il y a de la maïzena. Il y a du beurre. On va faire un dessert en 3 étages. Alors c'est un dessert qui s'appelle le Mandaro, c'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est Stéphanie Magouette qui est à Nantes aujourd'hui, que j'ai lu en stage il y a quelques années et qui aujourd'hui a créé sa propre structure à Nantes. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, elle a une jolie page qui s'appelle la parenthèse, non les bouchées douces, voilà, parenthèse sucrée c'est une autre stagiaire, les bouchées douces, regardez sur Facebook. Et on va faire un gâteau en 3 étages, c'est-à-dire une première base avec des spéculoos et du beurre, un peu comme un cheesecake. La deuxième base, c'est une ganache au chocolat et à la clémentine. Et le troisième étage, c'est ce qu'on appelle un curd. En général, vous entendez parler du lemon curd, qui est une espèce de pâte citronnée dans laquelle on met du beurre. Hein, un peu comme les pâtes à tartiner, mais on est sur du citron, des œufs et de la maïzena et un liquide. En général, c'est jus de citron. Là, ça va être du jus de clémentine. Et on va faire un petit curd au-dessus. Donc, ce dessert, pourquoi? Parce qu'il réunit trois couches, mais surtout 2 techniques intéressantes, qui est la ganache et le lemon curd. Et puis après, vous pouvez séparer ces 3 étages et faire d'autres petits gâteaux tout autour. Voilà, et bien si vous voulez bien, on démarre, et on démarre par le salé. Donc on va partir, vous avez les fiches techniques, je ne sais pas si on peut poser la question, tiens Lucie, est-ce qu'il y en a qui sont en train de cuisiner en même temps que nous, qu'on fait les courses, j'aimerais bien savoir, ou alors vous êtes simplement installé dans votre canapé, ou peut-être à l'institut, puisque je sais qu'on a mis l'info sur les flyers, dans les parties communes, aujourd'hui pas très loin du relais, là où vous allez vous substanter un petit peu. Alors peut-être que vous êtes dans votre chambre, ou dans une salle de pause, en train de nous regarder. En tout cas, je vous embrasse, et on est parti pour 1h50 de cuisine ensemble. Allez, j'ai mis une poêle ici, et Johanna, elle me suit tranquillement. Voilà, on va commencer dans cette poêle par mettre un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de beurre, puisque la première des manips, c'est simplement d'aller faire griller nos filets de poulet. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu l'histoire du beurre et de l'huile d'olive, je vais la faire courte. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, pourquoi mélanger les deux? On fait très attention quand on utilise, ça c'est un petit point santé on va dire, et moléculaire, hein, c'est-à-dire que on vous conseille de manger des huiles de toutes sortes et surtout de faire en sorte qu'elles ne soient pas saturées. Alors il y a un terme qu'on utilise en cuisine qui s'appelle le point de fumée. Le point de fumée, ça porte très bien son nom. C'est quand vous avez une petite fumée blanche qui apparaît dans votre poêle, dans votre casserole, et qui s'est toujours rien passé, qui n'a aucun élément, et bien cette petite fumée blanche, elle vous explique tout simplement que vous avez mis le feu beaucoup trop fort et que vous avez dégradé les molécules de votre corps gras. Et bien si on plaçait les corps gras sur un petit tableau, avec leur point de résistance, hein, du plus faible au plus costaud, on aurait tout là-haut, 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 les huiles d'olive, les huiles de noix de coco, hein, ce sont les plus fortes, elles ont juste un méchant goût de noix de coco, donc très compliqué à utiliser pour nous. Les huiles de palme, et c'est pas pour rien que l'industrie, et certains, vous savez, certaines boutiques où on fait des burgers industriels, enfin bref, voilà, c'est pas pour rien hein, qu'ils utilisent de l'huile de palme. On va avoir aussi l'huile de pépins de raisin. Ça, c'est le haut du podium. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, on a les huiles de noix, les huiles de noisettes, avec lesquelles on peut cuisiner, mais sur des feux très doux. La plupart du temps, on les utilise à cru. Et si on redescend encore en dessous, on va avoir le beurre pour les matières grasses d'origine animale, parce que je rappelle que le beurre, c'est fait avec du lait, et la margarine pour les matières grasses d'origine végétale. Et ce sont les deux plus fragiles. Alors en général, beurre et margarine, on met un petit peu d'huile dans la poêle, et je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça, parce que l'huile, avec ses petits bras costauds, elle va servir de grande sœur à notre beurre, qui est un petit peu plus fragile. Le beurre est composé d'une partie fragile qu'on voit là, c'est ces petits îlots, ce qu'on appelle le bas-beurre ou la caséine, c'est la partie la plus fragile du beurre. Eh bien, le fait de mélanger un petit peu les deux, vous allez voir, c'est pour ça que je suis à feu tout doux,
Hein, j'ai des plaques qui vont jusqu'à 9 et là je me suis arrêté sur 2. Voilà, je mélange avec le dos de ma spatule les deux éléments et là je vais avoir tout simplement un beurre qui va brûler un tout petit peu moins vite que si j'avais mis du beurre tout seul. Alors, maintenant je peux monter mon feu. Hein. Je vous donne souvent l'exemple. Vous voyez, on n'a toujours pas commencé à cuisiner, il y a quand même plein de choses à raconter. Hein. Je vous donne souvent l'exemple de la voiture. Je ne connais personne qui démarre en 5e. Et ben dites-vous que vous, quand vous mettez les feux à fond et vous mettez de l'huile après, c'est un peu comme si vous aviez démarré en 5e. Voilà, donc là on était au point mort et je passe les vitesses au fur et à mesure. Et je vais attraper mes filets de poulet. Pourquoi on filme, hein, toujours pareil, c'est des petites règles sanitaires. Ça évite aussi d'absorber les autres odeurs quand vous avez laissé du chou-fleur ou des choses à côté dans le frigo qui envoient des odeurs. Et les odeurs, c'est les parfums, hein, c'est volatile. Bien, ça peut prendre le goût des éléments qui sont à côté. Les participants vous passent le bonjour, chef Jésus. Oui. Et alors, il y en a qui cuisinent ou pas? On a eu des réponses? Non, pas de réponse à la question pour le moment. Eh bien, je vous renvoie le bonjour. Et merci d'être toujours aussi nombreux. Juste avant que ça chauffe, alors, qu'est-ce qui va se passer là? Mon beurre va devenir légèrement mousseux. On va le voir, hein, il commence à faire de la mousse, c'est pas pour rien qu'on utilise ce terme. Et là, je vais poser mes filets de poulet pour les faire un petit peu caraméliser. On est sur une demi-cuisson, puisque ce poulet, ensuite on va le hacher pour faire une préparation qui va aller dans les feuilles de briques. Et ça va passer au four. Donc j'ai juste une caramélisation extérieure. Ce que je veux, c'est colorer un peu mon poulet pour lui donner un peu plus de goût. Et surtout lui rajouter une épice. Et on va voir qu'on peut mettre plusieurs épices. Et faire brûler l'épice. Vous allez voir, on va la faire torréfier. Alors, quand on ne sait pas à quel moment il faut mettre quelque chose dans une poêle, il faut simplement que le corps gras soit suffisamment chaud. Donc évidemment, je ne vais pas y mettre la main. Mais par contre, il faut qu'on ait vous savez, ce fameux bruit qu'on entend toujours là. Voilà, et là vous êtes dans le vrai. Alors je ne vais pas lâcher mon morceau de suite, je vais le poser. C'est pas franc du collier, on va attendre 2 petites minutes encore, que ce soit bien chaud. Et j'en profite pour remercier un autre partenaire presque historique, parce qu'il nous suit depuis plusieurs années. Parce que derrière tous les événements qu'on fait, il y a aussi une réalité financière. Et c'est le groupe Pomona, qui est un groupe qui s'occupe de distribuer tout l'agroalimentaire pour ce qu'on appelle le CHR, c'est-à-dire les collectivités, hôtellerie et restauration. Et je pense bien à eux parce qu'en ce moment la période est très compliquée. Et bien, le groupe Pomona nous donne une enveloppe chaque année, depuis déjà plusieurs années, pour nous permettre de faire ces cours. Voilà. Donc je tenais aussi à les remercier parce que sans partenaire, sans mécène, sans sponsor, eh bien, on fait des choses, mais ça nous permet d'aller toujours plus loin. Donc merci au groupe Pomona au passage. Et je crois que là, on peut y aller. Voilà le petit bruit que je voulais entendre. Donc on va mettre nos 3 filets de poulet. Et pour l'instant, ça fait du bruit, hein, on n'a rien d'autre à faire. Donc pensant ça, je vais couper un oignon. Et toujours pareil, écoutez les poils, quand vous avez ce petit bruit, il faut toujours que ce soit la même mélodie, pas trop fort, pas trop faible. Tant qu'il y a du bruit, c'est que ça cuit, c'est-à-dire que le bruit c'est la rencontre, toujours comme je le dis, de l'eau et du gras. Donc c'est ça qui fait ce petit bruit-là. On est parti pour couper un oignon. Je vous montre à chaque fois. Hop, on lui enlève la tête. Toujours pareil, comment couper un oignon dans les règles de l'art. Pour qui ce serait un baptême, regardez, c'est rien de très compliqué. Hein. Je vais dégager cette partie-là. Et je vais simplement, avec la pointe de mon couteau, aller dégager la base. Alors ça plaît toujours cette démonstration autour de l'oignon parce qu'on se dit mais oui, mais pourquoi je me suis embêté jusque-là? J'ai dégagé le pied juste ici. Vous voyez, le son baisse, donc je monte un petit peu mon volume, tout simplement. Et je vais couper de la base ici vers la tête et ici de la base vers la tête. Voilà. Si jamais il y avait des questions, Lucie, on n'hésite pas. Hein. Si je vais trop vite ou il y a des choses que vous ne voyez pas suffisamment, je prends toujours une plaque à débarrasser. Ça pourrait être aussi un petit saladier, un cul de poule, une assiette, un petit sac que vous mettez à la poubelle. Mais en tout cas, on ne fait jamais de choses sales sur la planche à découper. La planche à découper, elle sert à faire des découpes de propre. Donc je vais dégager toujours avec le couteau. Souvent, vous avez tendance à utiliser vos ongles ou vos doigts pour faire cette opération-là. Ce qui est une grosse bêtise parce que si je fais avec les doigts, je me mets du jus d'oignon sous les ongles. Toujours très compliqué le jus d'oignon, ça sent pas très bon. Donc après, il faut se frotter les mains avec une petite brosse.
Et le problème, c'est que quand à un moment vous avez coupé des oignons et que vous avez les yeux qui vous gratouillent un petit peu parce que ça picote, eh bien vous avez tendance à aller vous frotter avec vos mains, vous oubliez que vous avez du jus d'oignon, et en général, c'est là où vous finissez de bien vous achever, et là vous êtes sûr de pleurer. Hein. Donc avec la pointe du couteau, c'est plus prudent. Quand est-ce qu'on sait qu'un oignon est bien pelé? Eh bien, comme il est un peu orgueilleux, l'oignon, en fait, c'est quand il brille. Voilà. Quand un oignon brille, vous savez que vous lui avez enlevé la totalité des couches. Maintenant, il va avoir droit à un petit lavage. Hop. Un petit peu d'eau. Cette opération, elle sert à deux choses. À le nettoyer, bien évidemment, mais aussi à lui enlever... il pourrait y avoir un petit peu de poudre, ou des fois, ces oignons qui ont tendance à moisir, donc on les nettoie. Et puis, cette eau va me servir d'écran. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais couper mon oignon en deux, ici, à travers l'oignon. Et vous allez voir que si j'ai gardé cette partie-là, c'est pas pour rien. C'est parce que cette partie-là, elle tient en fait la totalité de mon oignon. Donc c'est très important pour la découpe qui va suivre. On va le mettre à plat de cette façon-là. Si vous êtes gaucher, vous inversez. Et on va couper en deux fois. Une première partie dans le sens de la verticale. Et faites en sorte de toujours tronçonner, c'est-à-dire que le couteau ne vient pas appuyer comme ça, auquel cas là il y a beaucoup de jus d'oignon qui gicle. On va le... Et puis vous faites moins mal au bras, vous sollicitez beaucoup moins vos muscles. On va simplement, voilà, on chatouille et on descend. Quand j'ai fait la verticale, il ne me reste plus qu'à faire la même chose à l'horizontale. Et vous remarquerez qu'à chaque fois je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma base. Et maintenant je vais pouvoir couper mon oignon tout simplement tout droit. Voilà, regardez, c'est un jeu d'enfant. Toujours pareil, le fait de ciseler fait que je ne viens pas trop solliciter la structure de mon oignon, hein. Ça reste quand même quelque chose d'assez fragile. Quand vous êtes là, c'est un petit peu compliqué, donc on met à plat et on termine la découpe de son oignon tout simplement. Et regardez, tout ce que je vous montre, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce qu'on apprend au CAP de cuisine. Et voilà ce qui reste et qui va partir à la poubelle. Je vais faire la même chose avec l'autre oignon. Mais auparavant, on va revenir, Johanna, si tu veux bien, côté poêle. Vous avez vu que je n'avais pas touché à mon poulet. Ça fait 2-3 minutes qu'il est en train de rissoler. Je vais le retourner maintenant. Et voilà ce que je voulais. Une jolie caramélisation. Pourquoi je vous dis que je n'y ai pas touché? Bien souvent... Hop, on va se mettre par là, il y aura moins de bruit. Bien souvent, vous avez tendance à vouloir retourner les choses beaucoup trop vite. Vous ne prenez pas en compte plusieurs éléments. C'est-à-dire que le corps gras, on a attendu qu'il soit à une certaine température. Mon poulet, lui, il était froid. Donc je viens, en mettant du poulet froid sur un corps gras qui est chaud, je viens un petit peu refroidir mon corps gras. Donc il faut le temps qu'il reprenne son souffle. Et comme je vous dis que votre indicateur, c'est le bruit et cette vapeur-là, tant que vous avez du bruit et de la vapeur transparente, c'est que tout va bien. Dites-vous bien qu'à un moment, si vous n'avez plus cette transparence, cette vapeur-là, ça veut dire qu'il ne fait pas assez chaud dans la poêle. L'eau qui est à l'intérieur de votre matière ne s'en va pas en évaporation, on va dire gazeuse, et vous allez vous retrouver avec de l'eau, hein, vous allez la voir l'eau, elle va apparaître dans votre poêle. Donc quand à chaque fois que vous avez de l'eau dans votre poêle, vous me dites que c'est la faute du produit, moi je vous réponds que la plupart du temps c'est votre faute à vous, parce qu'on a une petite maladie en cuisine qui s'appelle la remuite aiguë. Il n'y a pas de remède, enfin si, il y a un remède, c'est d'être patient et d'observer. Et dites-vous que bien souvent, vous remuez beaucoup trop rapidement. Alors, maintenant que c'est croûté d'un côté, on va mettre de l'épice par-dessus. Dans la liste des courses, je vous avais demandé de prendre du 4 épices ou du ras el hanout, des épices à tagine. Épices à tagine, ras el hanout, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes compositions. Il y a des bases de coriandre, il y a des bases de cumin, il y a des bases de curcuma, tout ça, ce sont des mélanges. Et on peut aller dans la pastilla, aller vers des choses qui sont un petit peu salées et sucrées. Donc là, vous voyez, je vous donne 3 exemples. Un 4 épices, ça n'a rien à faire là. Voilà, 2 exemples. Et un petit mélange d'épices à pain d'épices. Alors, moi, je vais prendre celui-là. Là-dedans, on a de la muscade, de la girofle, de la cannelle, du poivre et un tout petit peu d'anis étoilé. Et... vous pourriez aussi bien prendre un curry, enfin voilà, faites-vous plaisir avec les épices que vous aimez bien. On va venir simplement les saupoudrer un tout petit peu ici, histoire de recouvrir. Vous avez vu que j'utilise une cuillère, hein.
La plus grosse bêtise que vous faites aussi, c'est d'aller saupoudrer les épices directement à partir du pot. Ce que vous oubliez, c'est que cette vapeur-là qui rentre dans le pot vient humidifier quelque chose qui est déshydraté. Donc après, vous êtes toujours étonné d'avoir des choses qui sont devenues solides. À partir du moment où je mets de la vapeur là et que je remets un couvercle, forcément, ça va se rehydrater et ça va faire un bloc. On a la même chose avec, vous savez, la salière, quand vous salez au-dessus des poêles et que vous avez la vapeur qui rentre dedans, eh bien, vous ne soyez pas étonné d'avoir un bloc après. Hein. Donc, on sale dans la main ou dans un petit récipient et on met à côté. Et là, pareil, je fais la même chose. Je vais attendre que ça croûte de ce côté-là. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour couper mon deuxième oignon. Et cet oignon-là, on va le faire légèrement revenir dans la poêle. Vous allez voir que j'utilise qu'une seule poêle. Je déteste, quand je fais à manger, utiliser trop d'ustensiles de cuisine. Voilà. Parce qu'après, il faut faire la vaisselle et ça nous fatigue toujours un petit peu. Donc toujours pareil, en vertical, à l'horizontale et à nouveau en vertical, mais dans l'autre sens en quadrillage pour pouvoir récupérer la totalité de mon oignon. Voilà. Pour pas pleurer, il y a un truc simple. Hein. Pourquoi on pleure? Il y a des projections, donc ça se passe à ce niveau-là. Si vous coupez votre oignon et que vous êtes là aux premières loges, parce que souvent quand on coupe un oignon, je ne sais pas pourquoi, on veut se rapprocher, on est un petit peu maso, on a envie de se faire mal, vous allez pleurer et je serais tenté de vous dire que c'est bien fait pour vous, vous l'avez bien cherché, vous êtes venu aux premières loges. Donc quand on coupe un oignon, on a toujours tendance à se tenir un petit peu en retrait, un petit peu éloigné, ce qui fait que là où il y a les projections, eh bien en fait vous n'êtes pas atteint par ces projections-là, sauf si vous tournez le dos à une hotte, comme ça m'est arrivé dans la cuisine que j'ai tenue pendant pas mal d'années du côté de Talence, où la hotte était derrière, donc forcément la hotte aspirait, et ça passait à travers mon visage, donc forcément je ne comprenais pas pourquoi je pleurais, jusqu'au jour où j'ai compris. On retourne dans la poêle, vous voyez, on ne fait rien de compliqué pour l'instant, hein. Poulet, oignon. Je vais torréfier ces épices. Donc là maintenant on va retourner le poulet. Voilà, parce que le fait de brûler un peu les épices comme ça, moi je trouve que ça leur donne un petit peu plus de parfum. Et donc on va faire la même chose avec un tout petit peu moins d'épices, hein. Là on en met moins. Et on finira par lui donner un dernier petit aller-retour à la fin. Voilà. J'en profite pour vous parler de deux personnes formidables qui sont Florence et Yves Dubus. Ces petits pots jaunes, je me les trimballe partout depuis des années parce que j'arrive pas à m'en défaire. C'est les épices Saravan. Ils sont du côté de Gujan-Mestras et c'est un vrai paradis d'odeur, de senteur. Voilà, j'ai pas d'action avec eux, hein. J'essaie de juste vous faire partager les bons plans quand j'en ai sous la main, parce qu'on me demande souvent avec quoi je cuisine, et donc j'aime bien partager. Je vais juste rincer cette assiette-là. Voilà, elle va nous permettre de récupérer notre poulet. Alors comme promis, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a torréfié l'épice d'un côté, et bien on va faire la même chose de l'autre côté. Alors regardez, la recette elle pourrait s'arrêter là, hein. Vous voulez juste servir un filet de poulet qu'on va couper un petit peu en diagonale comme ça, parce que dans l'assiette ça fait joli. Avec une petite sauce aux champignons ou ce que vous voulez, ou juste simplement un peu de jus. Et bien qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Une fois que le poulet est bien caramélisé des deux côtés, en plus avec mon épice qui s'est bien torréfié, je mets un couvercle à peu près pendant 2 minutes, je baisse un tout petit peu mon feu, vous l'aurez compris, on va cuire le poulet à cœur à l'intérieur, ensuite on éteint, on laisse reposer, vous n'avez plus qu'à le servir à table. Là bien évidemment, mon poulet que j'enlève maintenant, il est, vous allez voir, on va le découper devant vous, évidemment, il va être un petit peu... il va être cru à l'intérieur. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Je remets un tout petit peu d'huile et je vais mettre les oignons que j'ai découpés. Donc on va en profiter pour récupérer un petit peu les sucs qui sont au fond de la poêle. Ce serait dommage de ne pas utiliser toute cette matière-là. Alors jusqu'ici, est-ce que tout va bien et est-ce qu'il y a des questions ? Non, pour l'instant, pas de questions, tout le monde suit. J'ai interrogé savoir si les personnes connaissaient déjà la petite astuce des oignons. Ils avaient bien retenu de la première recette de cuisine il y a 2 semaines. Bien.
Mais ça fait pas de mal de se redire les bonnes choses, donc on fait des répétitions. Ok, on va s'occuper du poulet. Alors regardez, quand je vous disais qu'il n'était pas cuit à l'intérieur, ah ben ça c'est bien ça aussi, si on peut montrer Johanna. Pourquoi on vous dit de laisser reposer les choses? C'est pas pour vous taquiner ou vous embêter. Regardez, quand je laisse reposer mon poulet, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche un petit peu de jus, ça veut dire qu'il est en train de refroidir à l'intérieur. C'est ce qu'on disait, hein, l'eau au lieu de partir en évaporation, elle redevient solide et elle s'échappe du produit. Donc du coup, vous avez un petit peu de jus dans la poêle qui va pouvoir arroser à nouveau le poulet. Alors, là je le coupe en deux. Et vous allez voir, il est quand même presque cuit. Hein. On aurait presque... Ouais, il y a juste ça là. Le fait de mettre un petit couvercle, ça permet de venir finir cette cuisson-là. Puisque là, vous avez certains de vos invités qui vont vous dire « Ah, mais chef, le poulet, il est cru à l'intérieur. » Et ils auraient bien raison de vous le signaler. Alors, là, je m'en fiche un petit peu parce que tout ça, ça va passer à la moulinette. Donc, je coupe mon poulet en gros morceaux. Et là, on a pris un super produit. Il est super tendre. Là aussi, faites attention à tout ce que vous achetez comme produit. Pensez pas que aller chez les artisans et les petits commerçants, c'est forcément toujours plus cher. Parfois, oui. Mais parfois, on en achète un tout petit peu moins. Hein, comme on dit aujourd'hui, je préfère manger peut-être 120 grammes d'un très bon poulet que 200 grammes d'un poulet élevé aux hormones ou autre, ou qui n'a pas couru, qui n'a pas vu la lumière. Enfin voilà. Et là encore, vous êtes libre de faire comme vous voulez à la maison. Hein. Moi, je vous donne juste mon point de vue de chef cuisinier. Alors, ce poulet, on va le mixer. Et on va le mixer après avec... On va rajouter les oignons. Et on va rajouter deux autres éléments qui sont les petits pruneaux. Donc, évidemment, on est sur du pruneau d'Agen. Hein. Je ne suis pas allé bien loin pour aller chercher tout ça. Des abricots secs. Quelques amandes effilées. On rajoutera aussi un petit peu de... Alors là, j'ai pris du persil. On peut mettre de la coriandre aussi. Là, du coup, de la coriandre, simplement que moi, je n'en ai pas trouvé au marché ce matin. Donc, on va se dépanner avec quelques petites graines de coriandre. Et du coup, ce que je vais faire, toujours pareil, dans l'idée de les torréfier un petit peu, eh bien, les graines de coriandre, je vais venir les mettre avec mes oignons avant que ça passe tout simplement à la moulinette. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure du son. Vous voyez bien que là, j'ai bloqué la plaque, c'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Là, il faut que ça grille un tout petit peu plus. Voilà. Vous allez voir que comme j'ai monté ici le son va remonter là, et la vapeur va à nouveau réapparaître. Vous voyez, c'est quasiment automatique. Je vais installer mon robot ici pour qu'on puisse tout simplement rester ensemble. Voilà. Là aussi, toujours peu d'investissement. J'essaie de vous montrer qu'on peut cuisiner avec des petits couteaux d'office, planche à découper, juste une poêle. Ce genre de robot, ça coûte entre 60 et 70 euros. Ça peut être une bonne idée aussi pour les fêtes. Vous allez voir que moi, je l'utilise quasiment dans toutes mes recettes. Là encore, qu'il n'y ait pas de confusion, hein, je ne travaille pas pour une marque ou pour une autre marque. D'ailleurs, vous ne la voyez pas à la marque. Hein. Ce que je vais vous montrer, c'est que par contre, ça nous dépanne. La dernière fois, on s'en est servi pour faire des petits hachis, des petites brunoises de légumes rapides. Ça sert aussi à faire toutes les carottes râpées, les céleris râpés, plein de choses qu'on n'achète pas et qu'on fait soi-même et qui souvent coûtent moins cher. Donc là, il nous faut ce qu'on appelle une lame de coupe, une lame en S. Je vais vous montrer que le robot aussi, si vous le lavez quasiment aussitôt, eh bien, c'est pas des choses très compliquées non plus à nettoyer. On va rajouter ici donc notre poulet, vous voyez qu'il lâche pas mal de jus hein, finalement. Allez, je vais le faire en deux parties parce que j'ai quand même pas mal de matière, donc je vais me méfier. On va ici tout simplement... Est-ce que tu veux que je me rapproche un petit peu, Johanna? Je peux aussi venir à toi, regarde. Hop, voilà. Allez, je rappelle qu'on est rue Pelleport et qu'on est en train de faire donc, un cours sur le Facebook Live de l'Institut Berbonnier. Pourquoi? Eh bien parce que d'habitude, on fait des cours en vrai, ici, à l'atelier, et que, avec les circonstances actuelles et les événements, on a fait le choix d'arrêter ces cours en présentiel, et on est aujourd'hui en ligne avec vous.
Je mets les petits abricots secs. Alors après, ça peut être des raisins de Corinthe, des raisins de Smyrne, ça pourrait être des dattes, ça pourrait être des figues séchées. Essayez toujours d'utiliser 2 à 3 fruits secs ou 2 fruits secs et des noix, des noisettes, enfin en tout cas un fruit à coque. Si vous n'êtes pas allergique, bien évidemment, si vous êtes allergique, vous ne faites même pas ça. Mais si vous mettez trop de fruits secs différents, comme on dit, trop de goût vient annuler le goût. Hein, donc au bout d'un moment, ce sera un petit peu compliqué à gérer. Voilà. Alors ça, je vais le faire une fois et puis je vais le refaire une deuxième fois. Vous allez voir. Ici, c'est beau en plus, hein. Même avant d'être mixé, c'est déjà tout beau. Quand c'est beau au départ, en général, c'est qu'on est plutôt sur la bonne voie. Hein. Toujours pareil, je ne mixe pas en continu, hein. Ça je vous le répète à chaque fois, mais j'ai l'impression de radoter, mais en fait c'est comme ça qu'on arrive à bien faire les choses. Pourquoi? Parce que si vous mixez en une seule fois, ça tourne, à un moment ça fait une force centrifuge, il n'y a rien qui mixe. Le fait d'arrêter et de recommencer, ça vient mélanger les éléments. Voilà. Ça va super vite, hein. Ça à la main, au couteau, on n'aurait pas pu le faire. Hein. Et ça sent en plus super bon. Donc je rappelle, on a le poulet grillé aux 4 épices, on a nos pruneaux, on a nos abricots secs, on a les petites amandes effilées et on a aussi le persil. Je vais prendre tout simplement un petit cul de poule dans lequel je vais débarrasser donc, mes éléments. Et on va recommencer avec le reste du poulet tout simplement. Et les oignons, hein, souvenez-vous qu'on a mis les oignons dans la poêle pour les récupérer. Donc ici je remets le reste. C'est reparti. On a fait en 2 fois, parce que tout simplement on avait quand même des très grosses quantités. Voilà, planche à découper. Ici, je vais récupérer donc une partie de mes petits oignons. Voilà, j'arrête le feu. Tac. Ah, je tourne le dos, hein, c'est pas sympa. Hop. Alors là, regardez, ça peut arriver parce que je discute, c'est un petit peu accroché, hein, on fait même des bêtises en live. Donc ça, évidemment, je ne le mets pas. Auquel cas, ça va donner un petit goût d'amertume, on fait attention. Alors, on finit de mixer, j'avais les amandes effilées. Tout ça, je l'avais pesé avant, hein, donc soyez pas étonnés que je vide les petits pots. Parce que tout simplement, j'avais déjà tout mesuré avant. Voilà. Et je vous avais demandé de prendre aussi un petit peu de sucre. On en met vraiment très très peu parce que tout à l'heure on va faire un rappel aussi avec le sucre blanc et de la pastille. Allez, je refais un petit peu de bruit rapide. Et voilà. Hop. Donc, vous voyez des préparations qui sont assez simples à faire, assez rapides. Ici, avec ma spatule, vous voyez, ça me permet de venir tout attraper. Avoir des bons ustensiles, c'est pas forcément mettre beaucoup d'argent. Hein. Ça, en magasin spécialisé, ça coûte 8,50 €, hein, les spatules en silicone. Celle-là, ça fait 11 ans que je me la trimballe. Hein. Je peux vous dire qu'avec moi, elle envoie des vertes et des pas mûres. C'est pas des choses qui s'abîment. Hein. Donc voilà, la préparation que je voulais, c'est le petit mix poulet, oignon, persil ou coriandre et les petits fruits secs. Et pour l'instant, on va le laisser ici tranquillement. Je vais enlever le robot parce qu'on n'en a plus besoin. Et au passage, je regarde l'heure, donc ça fait une petite demi-heure qu'on a commencé. On est en train de faire donc notre pastilla de poulet. Et je vais mettre un autre élément maintenant sur le feu. Je mets un petit coup de propre. Regardez, là aussi, hein, on va faire un petit peu la partie ménagère de la cuisine, parce que c'est important aussi.
Moi j'ai des plaques à induction, on peut les montrer, Johanna, mes plaques, elles ont 11 ans, on s'en sert tous les jours. Alors évidemment elles ont quelques micro-rayures, je pense qu'elles sont plutôt en bon état pour l'âge qu'elles ont et l'utilisation qu'elles ont. La seule chose avec lesquelles je les nettoie, c'est les petits torchons en microfibre, ça vous en trouvez dans tous les magasins, légèrement mouillés, et vous voyez que quand j'ai à peine fini, je viens passer au-dessus, on fait attention de ne pas se brûler. Regardez, il n'y a pas besoin de produits, hein. Donc tous les petits vitraux, machins et autres, faites des économies. Alors c'est pas gentil ce que je dis parce qu'il y a quand même des gens qui continueront d'en acheter, c'est pas grave. Mais regardez, ça marche très bien sans. Voilà. Allez, on est parti, on continue. Je vais mettre ça ici. Voilà. Ici, je vais mettre à réduire tout simplement un jus de clémentine. Alors, vous pouvez faire ça avec du jus de clémentine, du jus d'orange, du jus de mandarine, soit que vous pressez frais, soit que vous achetez directement en bouteille, tout simplement. Donc là, je vais le mettre directement dedans. Pourquoi je vous parle des deux, pressé ou en bouteille? C'est que pour une fois, même si je vous parle tout le temps des choses faites maison, pressées à la dernière minute, on a, pour faire cette petite vinaigrette, qui en fait part d'une base de réduction de jus d'agrumes, on a de meilleurs résultats avec du jus d'agrumes en bouteille. Alors après, vous pouvez l'acheter en bio si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la pulpe en fait. Donc à chaque fois que j'ai fait la recette avec un jus d'orange pressé, on a beaucoup de pulpe à l'intérieur et on n'a pas ce côté lisse et sirupeux qu'on va avoir dans la vinaigrette. Après, ça n'enlève rien au goût, c'est pas parce qu'il y a de la pulpe, au contraire, ça marche très très bien. Donc ça, je porte à ébullition. Je veux que ça frémisse et je veux surtout le faire réduire de quasiment 3/4. C'est-à-dire qu'à la fin, il va me rester juste quelque chose. On verra tout à l'heure, je mettrai le dos de la cuillère au fond pour qu'on voit bien. Et on verra qu'on a un liquide très sirupeux. Je vais juste enlever ce petit truc qui traîne, qui est un petit morceau de persil qui se baladait par là. Voilà, alors on revient du coup à notre préparation. Regardez, rien de compliqué avant qu'on passe à la partie dessert. On va monter donc notre pastilla. Ça peut se servir aussi avec des pâtes, avec du riz, avec des nouilles chinoises. Enfin, on peut faire plein de choses. Alors, dans quoi monter la pastilla? Normalement, ça se fait dans un grand moule, avec évidemment de la feuille de brique. On vient enfermer, donc normalement c'est une farce plutôt avec du pigeon, qu'on vient enfermer à l'intérieur de la feuille de brique. Et ensuite, on fait un petit quadrillage au-dessus, on vient saupoudrer du sucre glace et on va passer tout ça au four. Alors, nous, on va faire des petites pastillas individuelles. Donc, je vais vous montrer avec deux choses, soit un petit ramequin. Là, j'ai pris un petit pot à pâté, c'est le petit pot bec, vous savez, quand vous achetez du pâté ou autre, on va pouvoir mettre des choses dedans. Voilà, donc là, on peut montrer, Johanna, j'ai provoqué une bonne ébullition parce que ce que je veux maintenant, c'est mettre à feu tout doux, et ce que je veux, c'est que ça frémisse, et je fais évaporer, évidemment, toute l'eau qui était à l'intérieur, pour obtenir une réduction, en fait, quelque chose d'assez sirupeux. C'est dans ce petit jus sirupeux qu'on va rajouter de l'huile d'olive, du jus de citron, du zeste de citron, et qu'on va obtenir, je vais mettre un tout petit peu de vinaigre de cidre, et on va avoir une petite vinaigrette comme ça qui va donner un coup d'éclat à notre laitue, et évidemment à notre petit cœur de pastilla au milieu. Vous allez voir, on va faire un montage assez sympa en plus. Alors, ici, je vais ouvrir mes feuilles de briques. On commence par en récupérer une. Et je vais mettre un tout petit peu... J'avais oublié de mettre un tout petit peu de beurre à fondre. Donc ça va aller assez vite. Pour badigeonner un petit peu ma feuille de brique. Alors, ici, tout simplement, je vais mettre un tout petit peu de beurre avant. Vous voyez, là, c'est un beurre qui était resté à température ambiante, donc au pinceau, ça marche tout seul. Hein. On peut faire un petit peu de ménage devant aussi. Hein. Voilà.
ici c'est beurré. Ça simplement pour que ma feuille de brique n'accroche pas et que je puisse tout simplement l'enlever tout à l'heure de ma pastilla. Voilà, regardez, rien de très compliqué. Hop, ici. On va commencer par le grand. Donc je viens mettre ma feuille de brique au fond. Là aussi. Voilà. Et on va venir la protéger avec une demi-feuille. Pourquoi? Parce que par expérience, c'est pas la première fois que je fais cette recette-là, rassurez-vous. Je me suis souvent trouvé avec le fond de ma pastilla qui s'est décroché. Pourquoi? Parce que c'est au fond de cette partie-là qu'on va avoir beaucoup d'eau, beaucoup de vapeur, donc ça risque de détremper. Donc, pour éviter tout ce détrempage, eh bien, je viens lui mettre une petite rustine au fond. Vous voyez, je viens plier tout simplement. Vous faites ce que vous voulez avec les feuilles de briques quand elles sont fraîches, vous faites ce que vous voulez. La problématique qu'on a, c'est quand vous avez ouvert un paquet et que vous l'avez mal refermé, que vous le mettez au frigo, vous vous retrouvez avec des feuilles qui ont séché, donc là, évidemment, vous ne pouvez plus en faire grand-chose. Je viens mettre ma petite rustine au fond. Voilà, c'est réglé. Et là, maintenant, je vais prendre ma préparation que je vais mettre au fond. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec les enfants aussi en vacances. Ça, ils vont adorer, hein, cette partie-là. Garnir les petits ramequins, les moules. C'est des choses que eux peuvent faire. Hein. Je rappelle qu'on avait le poulet, les 4 épices, les abricots secs, les petits pruneaux d'Agen, les amandes effilées, le persil, un tout petit peu de sucre, mais vraiment à peine. Hein, il y avait l'équivalent d'une cuillerée à café. Et on va venir garnir. Alors avec ça, vous avez une pastilla, c'est pour une personne hein, à chaque fois. Voilà. Je viens garnir ici. Et là maintenant, on va replier tout ça. Alors pour replier, on démarre d'un côté comme ça. Vous allez voir, vous posez dessus. Voilà pourquoi j'avais fait du beurre fondu, vous allez comprendre. Hein. Je mets un petit peu de beurre parce que c'est ça qui va servir de colle. Voilà. Je viens rappuyer l'autre dessus. Là, à nouveau, un petit peu de colle. Voilà, l'idée c'est de faire comme une petite rosace sur le dessus. Là, et à chaque fois vous remettez bien droit comme ça, vous allez voir. Ça marche tout seul. Ici. Et là, on vient remettre un petit peu. La seule cuisson qu'on a à faire là, en fait, c'est un petit peu que la feuille de brique vienne colorer. Alors pour colorer, eh bien avec le beurre, elle va le colorer beaucoup mieux. Vous voyez, vous mettez dessus. Je le fais en même temps que vous. Hein. Voilà. Alors, on a celui-là ici. On va allumer le four, effectivement. Il y a Lucie qui me fait des petits signes derrière. Effectivement, il faut allumer le four. Alors, le four, chaleur tournante, c'est-à-dire quand vous avez le petit pitot du haut et du bas avec le petit ventilateur au milieu. Et on se met à peu près sur 180 degrés. Je vais vous montrer une deuxième fois sur un moule un peu plus petit. Et puis tant qu'on y est, je vous montrerai, on va utiliser des petits cercles en inox aussi pour notre dessert. Ben, vous allez voir qu'on peut aussi le faire dans un cercle en inox. Évidemment, il faut le beurrer au préalable. Il y a toujours autant de monde derrière l'écran. Bon, on est passé à 11 personnes. Ouais, on a un petit peu perdu du monde. Il y avait des petits curieux au début peut-être, ou après qui se disent qu'ils le reverront en replay. Parce que du coup, l'avantage de ces Facebook Live, c'est que vous pouvez aller vous balader et puis vous pouvez reprendre où vous voulez. Je serai toujours là en train de vous raconter mes histoires de cuisine. Regardez, on remoule ici. Toujours pareil, la petite rustine au fond. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai découpé, on met au fond, voilà, et on vient garnir tout simplement ici. C'est pas compliqué, hein. Et vous allez voir que après c'est quand même très savoureux. Alors là je vous dis pas mais je m'applique parce que les filles vont repartir avec, donc du coup j'ai un peu la pression. Hop, on referme. Et là, toujours pareil, on referme par étapes. C'est-à-dire, je prends une première partie que je viens poser là. On ne referme pas tout d'un coup, hein, vous allez voir. Tac, ici. Là, du coup, j'appuie là pour mettre bien droit. Ça me fait penser un petit peu aux tourtières. Vous savez, les tourtières, une grande feuille comme ça, un peu de pâte feuilletée, très fine.
et qu'on vient étaler, puis après on vient les remettre un petit peu en chiffonnade sur le dessus. Et vous voyez, ça loge, hein. Bon, pourtant j'ai pris un tout petit moule. À partir du moment où vous allez complètement l'étaler, alors ce qui est joli, c'est que ça fait plein de... Plus on a de matière et plus ça fait de dessin, évidemment, sur le dessus, vous voyez, tac. Et là, j'hésite pas à mettre pas mal de beurre, ça va s'assouplir. Si ça tient comme ça, il n'y a pas de souci. Si ça se relève un petit peu au four, il n'y a pas de souci non plus, parce qu'au contraire, ça fait, ça fait du relief, hein, ça fait de la matière. Et sinon, je mets souvent, quand vraiment vous êtes chagriné, vous voulez que ce soit un peu plus plat, vous mettez ça au départ pour que ça tienne, et à mi-cuisson, vous venez l'enlever, parce que du coup, ça s'est rigidifié, donc ça ne bougera plus. Allez, je vous montre ici, avec le petit cercle. On y voit bien, Johanna, c'est bon? Ouais. Et on aura fait le tour, du coup, je reprends une feuille. N'hésitez pas, les feuilles de briques, il faut vraiment tirer dessus. Vous voyez, vous les prenez comme ça, vous tirez dessus, ça vient tout seul. Pareil. Alors là, évidemment, j'ai pas de fond. Hein. On vient se mettre à l'intérieur. Toujours pareil, la petite rustine, c'est à peu près un quart de feuille. Voilà. Hop, je viens de plier un petit peu comme ça, de cette façon-là. Je viens le mettre au fond. Ça, je rappelle, c'est que c'est pour protéger un petit peu le fait que la pâte puisse se détremper. Voilà. Alors, ce qui est joli avec le cercle inox, c'est que du coup, on va le sortir de son emballage après. Donc, on va avoir effectivement toute la partie feuille de brique. Est-ce qu'il faut tasser quand on met la farce? Est-ce qu'il faut que ce soit bien compact? Oui. On peut s'approcher, Johanna, si tu veux. Regarde, il faut bien tasser au fond. Pourquoi? Auquel cas, quand vous allez démouler, vous allez vous retrouver avec des trous. Hein. Donc, ce que je fais avec c'est pour ça que j'ai pris une petite cuillère et pas une grosse cuillère. Je viens vraiment tasser au fond. Ici. Et ensuite, je mets la deuxième couche. Vous voyez, il y a des choses qui se sont plus ou moins mixées. Hein. C'est pas bien grave. Faites toujours la recette telle que je vous ai invité à la faire. Et puis après, comme je dis à tous mes élèves, les recettes, il faut qu'elles soient les vôtres. Hein, donc il faut vous les approprier. Qu'après, changer une épice, changer quelque chose à l'intérieur. Et vous allez voir que cette recette, vous pouvez la décliner de plein d'autres façons différentes. Allez, toujours pareil. Je viens poser ici mon premier élément. Pensez toujours à mettre un tout petit peu de beurre, voilà, pour venir coller. C'est le même principe qu'avec les samoussas, hein. La matière grasse vient permettre de tout coller. Vous pouvez faire des petites versions pour les fêtes. Hein. D'ailleurs, je vous réserverai quelques menus un petit peu festifs, mais faciles à faire pour les fêtes, où on essaiera de s'organiser aussi pour pas courir dans tous les sens, et que vous soyez avec vos invités et que vous puissiez en profiter. Vous voyez, celui-là, il est un petit peu revêche, mais il va s'assouplir avec la margarine et il va venir se coller. Alors, je m'essuie les mains. Je mets un petit coup de propre. Tout ça, ça va partir au four. Je récapitule assez rapidement ce qu'on a fait pendant cette première heure. Regardez, on a mis 45 minutes pour faire la recette. Et tout ça, en parlant en même temps. Hein. Donc, si je n'avais pas parlé et j'avais été, on irait 2 fois plus vite. Donc, pas d'inquiétude. Le petit poulet qu'on a fait griller, on pense à retourner, torréfier les épices, on le laisse reposer 2 minutes, on le coupe en petits morceaux, on le passe au mixeur, on rajoute évidemment tous les fruits secs. Là, je rappelle qu'on a mis de l'abricot, on a mis du pruneau d'Agen. Persil ou coriandre, c'est selon votre choix. Ça peut être aussi du thym, du romarin, de la sauge, de la ciboulette. Tous les exemples que je vous donne, c'est ou, parce que si c'est il n'y aura plus de goût, vous aurez tout mélangé. Alors, tout ça, ça va passer ici. On va mettre tout simplement, alors là j'ai pas besoin de protéger, là j'ai pas besoin de protéger parce que on est sur un petit ramequin. Alors ça on sera pas obligé de le démouler, on peut le servir tel quel. Ça vous allez voir que ça peut se démouler et du coup ça donne une jolie forme. Et là tout simplement je vais protéger le fond de mon petit récipient pour pas que ça vienne coller en fait à mon plat. Donc je vais mettre juste une petite feuille de papier sulfurisé. Aujourd'hui, on a quand même une nette préférence pour le papier sulfurisé plutôt que le papier alu, qui est assez décrié. Je ne vais pas aller faire de vérification, mais bon. Là, voilà. Et
on met un petit peu de beurre ici pour éviter tout simplement que vous voyez ma pâte, ma feuille de brique ici ne vienne se coller au plat et au moment où vous allez décoller, vous allez avoir la brique qui va rester accrochée au fond. Voilà, vous voyez que du coup ça bouge plus. Alors Lucie, je vais te passer ce plat là pour que tu puisses le mettre au four s'il te plaît. Et je rappelle donc qu'on a mis le four à 180 degrés. On est parti pour à peu près une petite vingtaine de minutes. C'est pas très très long, hein. En fait, on a tous les éléments qui évidemment sont déjà tous cuits à l'intérieur. Pendant le temps où on va faire notre pâtisserie, moi j'en profite pour nettoyer un petit peu ici. Voilà. Hop. De prendre le cours en route. Oui, bonjour. Et demande si on a mis des pignons de pain dans la recette. Alors, il n'y a pas de... Moi, dans cette recette-là, aujourd'hui, j'ai pas mis de pignons de pain, mais on pourrait en mettre. Le seul petit reproche que je fais souvent aux pignons de pain, c'est que c'est relativement cher. Mais c'est très très bon. Donc, si vous avez des pignons de pain sous la main, effectivement, vous pouvez en mettre. Du coup, ça me permet de rebondir sur ce qu'on peut mettre effectivement à l'intérieur, en plus du poulet. Alors, évidemment, à la base, ça pourrait être aussi de la dinde, hein, si vous voulez, ou une autre volaille. Et ensuite, en fruits secs, fruits confits, je le disais tout à l'heure, les dattes, les pruneaux, les abricots secs, les raisins de Corinthe, les raisins de Smyrne, les figues séchées. Il y en a plein, hein, des fruits séchés qu'on peut mettre à l'intérieur. Après, pignons de pain, pour répondre à la personne qui a demandé, effectivement, on pourrait. Et sinon, des choses un petit peu moins chères, comme de la poudre de noisettes ou des petites noisettes torréfiées. Des noix qu'on va passer légèrement à la poêle ou dans nos oignons et qu'on va légèrement concasser en même temps. Ça peut être des amandes, comme moi j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis des amandes effilées, mais ça pourrait être aussi des amandes fraîches qu'on a passées à la poêle et qui tout simplement vont se retrouver à l'intérieur. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette première recette. Ici, regardez, on a donc toujours pareil, notre jus de mandarine. On va se mettre au soleil là si tu veux, Johanna, voilà, qui est en train de réduire tout doucement. On n'y est pas hein, encore. Hein. Voilà, on est. Et alors, il va changer de couleur, il va devenir de plus en plus ambré, de plus en plus sombre. Et à la fin, on va se retrouver vraiment avec juste un jus sirupeux, vraiment avec comme je dis moi, le nec plus ultra de ce qu'on a à l'intérieur. Alors, ce que je fais, c'est que ici, je vais. Pour qu'on voit bien ici, je vais transférer mon jus d'orange, mon jus de clémentine, pardon, sur le côté. Et maintenant, on va s'intéresser à notre dessert. Alors Johanna, si tu veux, on revient un petit peu sur cette partie-là. Je vais enlever la salade qu'on va mettre à laver tout à l'heure. Ici. On va voir qu'on a des spéculoos, on a des œufs. J'ai pris à nouveau du jus de clémentine, quelques petites clémentines. Un petit peu de chocolat, un petit peu de confiture. Alors, on a plusieurs étages à faire. Le premier étage est à base de spéculoos. Vous pouvez prendre aussi des petits lus. Enfin, amusez-vous avec les biscuits qui vous font plaisir. Ça peut être des petits palets aussi, des petits palets sablés. Alors, on commence avec cette première partie. Je vais venir un petit peu quand on avait fait une recette de cheesecake comme ça aussi en zoom. Regardez, on vient émietter. Si vous avez faim, il est presque 4 heures, hein, c'est le moment aussi. On peut se boulotter un petit spéculoos au passage. Alors, ici, je fais un petit émietté de spéculoos. Et en même temps, j'ai besoin d'un peu de beurre. Pourquoi? Parce que le mélange des deux va permettre de figer en fait cette masse. Donc, regardez, je vous disais que je n'aimais pas salir. Tout à l'heure, on a fait du beurre fondu, tout simplement pour venir colorer notre pastilla. Et bien là, je vais simplement remettre un petit peu de beurre à fondre. Sur la recette, on vous avait dit 30 g de beurre. Voilà, qu'on va venir mélanger avec notre pâte à spéculoos.
Et je rallume le feu pour que ça fonde tout doucement. Le pinceau, j'en ai plus besoin. Voilà, je vais le mettre de ce côté-là. Alors, je rajoute encore 2-3 spéculoos. On va les broyer. Ça, vous pouvez le faire avec un verre. Vous pouvez le faire avec un rouleau à pâtisserie. Moi, j'ai un vieux pilon que j'ai hérité de ma grand-mère, que je me trimballe encore, mais vous voyez, il commence un petit peu à souffrir. Et on va simplement écraser rapidement. J'aurais pu passer ça au robot aussi, hein, avec la lame de coupe rapidement et avoir une petite poudre de spéculoos tout simplement si on veut quelque chose d'un peu plus fin. Voilà, donc ça c'est la base du mandaro, c'est-à-dire première couche. Et je vous parlais de ma stagiaire de Nantes tout à l'heure parce que en fait c'est elle qui a trouvé le nom. C'est un dessert qu'on a fait ensemble, qu'on a superposé ensemble quand elle était en stage avec moi. Et donc c'est elle qui a appelé ça le mandaro, puisqu'il y a de la mandarine à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait autant de bruit qu'un mixeur. Ça fait autant de bruit, ça fait plus de bruit qu'un mixeur. Voilà, regardez, petite poudre de spéculoos. Ici, j'ai mon beurre fondu. On va attendre qu'il soit complètement fondu. Voilà, hop. Je viens le rajouter dans mes spéculoos. Donc le beurre et le sucre vont faire comme une espèce de colle en fait. Hein. Voilà. Ça c'est une technique qu'on utilise souvent quand on vous parle des cuissons, des pâtisseries avec des pâtes qui n'ont pas de cuisson. Bien, comment on arrive à faire une pâte qui n'a pas de cuisson? En fait en collant des biscuits qui ont quand même un petit peu de sucre à l'intérieur avec du beurre. Et comme ça, je vais aller le mettre au réfrigérateur, mais forcément, le beurre en refigeant va venir nous donner une base qui va être évidemment solide. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour faire ces petites choses-là? Eh bien, pareil, on peut jouer sur des petits consommables. Ça, c'est parce que c'est pour les filles, voilà. Des petits cercles en inox aussi. Je vais vous montrer comment on va travailler là-dessus. Et puis, j'ai choisi aussi... J'adore détourner les choses, vous voyez, ça c'est des petits bocaux le parfait. Si vous regardez dans la cave de vos grands-parents ou de vos parents, tout simplement, il doit y en avoir plein qui traînent sur les étagères. Johanna, elle me fait oui, donc c'est du vécu. Moi, je m'en sers aussi pour mettre mon sel. Qu'est-ce que j'ai fait simplement? C'est que j'ai enlevé les armatures. Vous voyez, toutes les armatures qui étaient au-dessus, eh bien, je les ai enlevées et du coup, je me retrouve avec quelque chose qui, ma foi, est plutôt mimi, qui peut faire une petite verrine, parce que ça peut passer au four aussi. Alors, faites très attention. Si vous passez ça au four, tout simplement, les bocaux, le parfait Famille Awis, Vec, on en a utilisé tout à l'heure pour faire d'autres choses, ce sont des choses qui normalement vont dans l'eau pour la stérilisation. Donc à partir du moment où on les met au four, c'est pas forcément fait pour aller au four directement. Donc si ça passe au four, il vaut mieux faire un petit bain-marie dans un plat, les avoir dans l'eau, puisque c'est leur fonction, et vous allez voir que vous allez éviter des petits chocs. La fois où on a fait les cheesecakes, j'en avais utilisé un ou deux qu'on a mis au four comme ça directement et qui sont légèrement brisés. Voilà, donc on fait attention. Alors, je vais vous montrer ici comment on peut mettre notre première couche. Donc ici, le spéculoos au fond. Là, on va venir tasser un tout petit peu. Vous voyez, là, je vous montre ici sur un effet un peu plus transparent. Et là, je vais vous montrer aussi sur un cercle. Alors, le seul inconvénient du cercle, c'est qu'on aura un dessert qu'on mettra un peu plus de temps à manger. Pas quand il sera sur votre assiette, mais le temps qu'il arrive sur votre assiette. Parce que, comme ça, je vais vouloir le démouler. Il faudra que tout soit figé à l'intérieur, aussi bien la ganache que le curd. Vous allez comprendre après. Donc là, je vais mettre simplement... Voilà, donc regardez, il y en avait pile poil pour faire les 3 desserts. Voilà. Donc ici, je viens tasser tout simplement. Johanna, je vais te le mettre devant pour qu'on puisse bien voir du coup. Ici. Alors là, on va prendre une petite assiette.
Ça, vous l'aurez compris, il va falloir le transporter jusqu'au réfrigérateur. Donc, on se met sur quelque chose de solide. Voilà. Ça, ici, c'est moins compliqué. Donc, il y a juste à venir le mettre au fond. Voilà. Voilà. Et là, alors, c'est simple. Hein, c'est plus facile avec le pilon, finalement. Vous voyez, on vient mettre notre base au fond. Et tous ces éléments vont partir au réfrigérateur pour que le beurre fasse son travail. Je mets ça ici, là. Et là, je rappelle que quand on utilise des cercles en inox, j'ai mis une petite base en dessous pour que ça puisse se transporter. Et là. Ça, c'était le premier étage. Maintenant, il nous reste 2 étages à construire. Ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Vous voyez, on va être largement dans les temps. Il y a un petit dressage à faire aussi. Et je reviens toujours sur ce petit jus, vous voyez, qui réduit au fur et à mesure et qui change de couleur, hein, qui vient s'épaissir. On est presque au bout. Il a déjà pour l'instant réduit à peu près de moitié. Alors, on va s'intéresser à la ganache au chocolat qu'on va parfumer avec des agrumes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ganache? La ganache, c'est la rencontre entre 2 éléments principaux. D'un côté, le chocolat en général, et souvent à côté de la crème. La ganache, c'est ce que vous allez retrouver dans un bonbon enrobé, ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez dans les bonbons en général que vous achetez à Noël quand vous achetez des assortiments, et que vous avez des ganaches au café, des choses comme ça à l'intérieur. Alors, la ganache, ça permet quoi? Ça permet en fait de venir aromatiser ou parfumer le chocolat qu'on va mettre à l'intérieur. Là, par exemple, ma ganache, elle va être sur une base de chocolat, mais on va aussi, dans la crème, pouvoir aromatiser un petit peu. Donc là, je vais aromatiser avec de la confiture. Là, j'ai pris de la confiture de... ça, c'est quoi? C'est orange amer, voilà, tout simplement. Mais vous pouvez aromatiser avec plein de choses. Si par exemple, vous voulez faire un chocolat avec un petit goût de curry, bien, vous pouvez mettre du curry dans votre crème. Si vous voulez faire, je fais souvent chocolat et safran, ça fonctionne très bien. Bien, dans la crème, on met quelques pistils de safran et on va monter notre ganache avec cette crème aromatisée au safran. Ce qui fait que du coup, vous allez mettre un élément nouveau à l'intérieur du chocolat et venir ajouter un petit peu de parfum. Alors, le secret de la ganache, il y a plein de recettes. Hein. Moi, j'ai essayé de vous prendre quelque chose d'ultra simple. Crème liquide qu'on va porter légèrement à ébullition. Là, il y a 40 centilitres. Voilà, je monte un petit peu mon feu. Je vais rajouter la confiture à l'intérieur. Et là, avec un petit fouet, on va venir mélanger les deux. Si vous êtes fan de confiture de framboise, confiture de fraise, vous voyez, des choses cassis, des choses qui peuvent fonctionner avec le chocolat, surtout n'hésitez pas. Voilà, un petit coup de fouet à travers tout ça. Et là, on va porter ça. Ça sent bon. Voilà, on monte un petit peu le feu. Et regardez, ici, on est presque au bout. Hein. Il reste... Là, je rappelle que ça, c'est pour faire la petite vinaigrette. Voilà, je baisse mon feu un petit peu. Alors maintenant, je vais prendre un petit cul de poule. Il y a plusieurs façons de faire la ganache. En tout cas, il y a des choses importantes à respecter. Moi, je vous parle d'un cuisinier. Je suis un cuisinier qui vous parle de pâtisserie. Et encore, en l'occurrence, là, je suis un cuisinier qui vous parle de travail autour du chocolat. Alors, j'ai plein d'amis chocolatiers sur la place de Bordeaux que je salue. Thierry Lallet, Asna, la pâtisserie, la chocolaterie Dorin, enfin voilà, la maison Cadiobadi. Enfin, ils font tous un travail formidable. Évidemment, eux, ils ont un vrai savoir-faire. Ils vont fonctionner avec une tempéreuse, avec des thermomètres, parce qu'on veut de la brillance, on veut un côté lisse. Là, je vous fais un peu de la pâtisserie dite ménagère. Hein, voilà. Bon, ça dit Thierry Lallet a goûté ma ganache à la clémentine et il l'a trouvée très bonne, donc j'ai marqué quelques points. On va mettre ici le chocolat directement et on va verser. Alors, moi, ce que je préconise, c'est de verser en 3 fois. Pourquoi? Parce que il faut que le chocolat arrive à fondre dans sa globalité et que souvent, quand on met la crème en une seule fois et qu'on tourne, la crème a tendance à refroidir trop vite
et le chocolat des fois n'a pas eu le temps de fondre. Le fait de mettre un tiers de crème, de remettre la crème sur le feu, de remettre un tiers de crème et de remettre la crème sur le feu et de faire encore une troisième fois, fait que votre crème à chaque fois vous la reportez à frémissement. Donc à chaque fois on met une crème bien chaude, on est sûr d'avoir le chocolat qui est fondu. Si jamais vous avez mis la crème en une seule fois, au bout des 3 fois votre chocolat n'est pas fondu, il vous reste un truc très simple à faire, c'est de refaire un bain-marie, mais à l'envers, c'est-à-dire que dans la même casserole où on a mis notre crème, on remet de l'eau, c'est pas la peine de le ressalir une autre casserole, en plus ça va vous nettoyer le fond de la casserole, et on viendra mettre le saladier dessus pour tourner, pour finir au chocolat de fondre. Juste par pitié, évitez le micro-ondes, c'est vraiment pas... Enfin, il y a plein de cuisiniers qui le font. Moi, vous savez que j'utilise quasiment jamais le micro-ondes, mais je trouve que ça abîme vraiment le chocolat, donc c'est vraiment dommage. Ensuite, il va falloir refaire prendre cette ganache. Alors, il y en a des fois qui, en la laissant à température ambiante, arrivent à avoir une texture un petit peu figée. Là, ce qu'on va vouloir, c'est... on peut soit la mettre au réfrigérateur, et par contre, toutes les 2-3 minutes, on la ressort pour la tourner un petit peu, pour qu'elle reprenne un petit peu, on l'émulsionne en fait, au fur et à mesure qu'elle refroidit. Et sinon, vous avez une autre solution, qui est simplement de mettre de l'eau froide avec quelques glaçons dans un autre cul de poule, de venir placer votre cuve au-dessus, et en tournant régulièrement, on va venir refroidir, c'est-à-dire qu'on va refaire prendre la ganache qui était liquide. Je rappelle que la texture de la ganache, c'est à peu près à mi-chemin entre la tablette de chocolat et la mousse au chocolat. Allez, tant qu'on fait, on parle de mousse au chocolat, un petit clin d'œil pour demain, parce que du coup, dans le cadre de mes activités, j'ai aussi une quotidienne sur France Bleu Gironde, donc sur le groupe Radio France, et sur le groupe Radio France, il y a 44 locales en France. À 10h, il y a toujours une émission autour de la cuisine. Et d'ailleurs, demain, avec Isabelle Wagner, on parlera des mousses au chocolat. Donc si vous voulez vous brancher, pour ceux qui sont à Bordeaux, sur le 100.1 ou sinon sur Internet, on peut se retrouver demain à 10h. Alors, ici, j'ai ma crème qui commence à être suffisamment chaude. On va mettre tout simplement un premier tiers. Donc regardez, hop, je prends ma crème chaude. Je viens verser un premier tiers sur mon chocolat. Regardez la crème comme elle a changé de couleur. Hein. Je rappelle que dans cette crème, on avait mis de la confiture d'orange amère. Et là, je tourne. Eh ben, je tourne pas, en fait. J'attends que ça fonde, en fait. Hein. Ce qu'on veut, plus vous allez tourner, plus vous allez refroidir. Ce qui serait un petit peu dommage. Voilà, regardez. Ce que je veux, c'est que mon chocolat fonde. Alors je rappelle qu'il y a Johanna derrière la caméra. Et Johanna, elle nous fait un... On n'a même pas besoin de faire de montage. Hein. On a Johanna à la réalisation. Je regardais tout à l'heure, là c'est assez chouette parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et puis Lucie qui est derrière son écran, qui se fait l'ambassadrice de vos réactions ou de vos questions. Et qui dit oui sans arrêt quand je parle de la ganache. Donc je soupçonne qu'elle a déjà fait pas mal de ganache. Même pas. Même pas, d'accord. Mais j'adore le chocolat, donc je trouve que c'est... très bien toutes les donc elle garde bien précieusement les conseils. Et sur le chocolat, là c'est un chocolat particulier que tu as acheté, Chef Jésus, ou non, alors du chocolat en petits carrés qu'on peut découper alors ça peut être, vous vous dépannez avec la tablette de chocolat, comme je dis en général, 60% minimum de cacao, ça suffit. On a fait croire à un moment que le chocolat, le top du top du top, c'était 70% de cacao. Alors oui, un chocolat qui a 70% de cacao, qui est beaucoup moins sucré, c'est bon. Après, c'est une histoire de goût. Il y a des gens qui préfèrent le chocolat beaucoup plus sucré ou beaucoup plus amer. Donc vous avez des chocolats qui vont jusqu'à 90-99% de cacao, qui ont d'ailleurs des goûts très salés. Hein. C'est très particulier le chocolat avec beaucoup de cacao. Il faut tester au moins une fois. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Là, on est... alors il y a deux marques avec lesquelles les professionnels travaillent. C'est Valrhona et Barry. Et là, on est sur du chocolat Barry. Qui était pareil, hein, qui était un 64%. Voilà, donc d'où le fait que j'avais du chocolat en pistole. Regardez, là ça a quasiment fondu de moitié. Donc j'ai ma crème que j'avais remise sur le feu. Je vais en remettre un tiers. Voilà, hop. Et vous voyez comment je coupe avec le... Pour éviter que ça coule en fait le long de votre casserole. Hein. Vous pouvez faire ça avec les sauces, les jus. Et là pareil, je vais... Hop, il faut que ça continue de fondre. Alors là, il y a tous les arômes du chocolat qui remontent, bien évidemment. Hop. On attend que ça fonde. Donc, on va faire deux choses pendant ce temps-là. Tant que ça fonde.
Je vais demander à Lucie de me sortir les petites choses du four parce qu'elles sont quasiment... Alors, 2 petites maniques bien sèches. On pourra se mettre ici au milieu, Lucie, si tu veux bien. Toujours pareil, quand vous ouvrez une porte de four, on ouvre la porte du four, on se recule légèrement pour laisser sortir toute la chaleur. Et on va toujours prendre 1 voire 2 maniques. Pourquoi? Parce que souvent vous avez tendance à vouloir attraper le plat avec un seul petit torchon. Ce que vous vous rendez pas compte, tiens regarde Johanna, on va cibler là-dessus. Si j'attrape le plat juste avec une manique, déjà je vais solliciter la force de mon plat, je vais solliciter tous mes muscles du poignet. D'ailleurs je vais presque me casser le poignet parce que le plat est tellement lourd. Et puis c'est surtout que vous allez exercer une pression très très forte parce que vous voulez tenir le plat et qu'en exerçant une pression très forte, vous allez avoir la chaleur qui passe 2 fois plus rapidement à travers le torchon et vous avez plus de chances de vous brûler. Hein. Alors qu'en fait, en général, on essaye de prendre le plat avec les 2 maniques directement et en général, on fait moins de bêtises. Alors, tout ça, c'était pour vous montrer comment tout ça, ben, vous voyez, ça a croustillé rapidement et c'est déjà cuit à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, on va le laisser dehors pour pouvoir faire la petite présentation tout à l'heure. Ici, mon chocolat, il en a profité pour fondre un petit peu. Et vous voyez que ça se rigidifie à chaque fois que je tourne. On vient l'émulsionner un petit peu. Là, on y est presque. Ça bout? Oui, et là, la crème, elle frémit. Voilà, non, c'est pas grave. C'est de la crème fleurette, donc il n'y a pas de risque. Hein. Voilà. Et ici, dernière tournée de crème. Voilà, on l'a mis en 3 fois. On va avoir les petites vapeurs qui viennent sur la caméra. Vous voyez là mon chocolat, il est complètement fondu. Voilà. Ça c'était la 2e couche. Alors, cette couche on va venir l'étaler tout simplement. Donc là on a crème, confiture d'orange amère et on va fabriquer notre curd. Donc là je vais récupérer un joli soleil là, qui nous arrive en plus dans l'atelier. Je vais récupérer ici donc les petits éléments où on avait la base de spéculoos qu'on a mis au réfrigérateur et dans lequel on va verser notre ganache au chocolat. Hop. Donc on avait 2 petits à emporter. Un transparent. Vous voyez là si je vous montre, le beurre a commencé à faire son travail, c'est-à-dire que j'ai quelque chose, non on va pas y aller trop vite, hein, j'ai quelque chose qui a déjà commencé à figer. Ouais, c'est le moment où là, patatras, il y a tout qui tombe. Là, c'est pour vouloir faire le malin, en fait, un petit peu. Hein. Le fouet, quand vous devez vous en débarrasser, c'est on va à l'évier, hop, et je me débarrasse de mon fouet dans l'évier. Souvent, vous êtes là avec le fouet, on en met partout. Ou alors, sinon, bon, souvent, il y a un petit coup de langue avant qui permet de se substanter. Un petit pochon pour faire, donc, glisser cette ganache à l'intérieur. Qui est encore bien chaude, mais vous voyez qui va vite se figer au réfrigérateur. Alors, en général, je dois refroidir cette ganache à l'intérieur de mon récipient. Là, vous êtes en train de vous dire, il n'a pas pris le temps de refroidir la ganache. Pourquoi? Parce que là, c'est le frigo va faire son travail à l'intérieur du récipient. Je n'ai pas besoin de la refroidir, auquel cas, là, le fait de venir la mettre encore tiède dans le récipient, elle vient prendre sa place. Si je refroidis la ganache ici dans le saladier, pour la mettre à l'intérieur, ça va être un petit peu plus... Alors c'est possible, mais c'est souvent un petit peu plus complexe. Voilà. Alors là déjà, spéculoos, chocolat et confiture d'orange amère. Je peux vous dire que ça fait déjà un beau mariage. Voilà, pour la 2e couche. Ici. Évidemment, tout ça, ça repart au réfrigérateur et on va fabriquer la 3e couche avant de mettre le petit décor qui est le lemon curd, enfin le clémentine curd là, en l'occurrence. Je peux les prendre, Johanna? Pas de questions, Lucie, derrière l'écran? Pas de questions. Ok. On suit assidûment bon. les différentes étapes de la recette.
Et ça, c'est un dessert qui peut être préparé la veille, par exemple, d'un repas qui peut rester... Sans aucun problème. On va voir tout à l'heure, la seule chose qu'on ne mettra pas, c'est peut-être la décoration, pour pas qu'elle défraîchisse, mais en tout cas, on peut faire toutes les préparations avant. On va filmer avec un petit film alimentaire pour évidemment éviter les odeurs du frigo et protéger notre dessert, et on fera la déco au dernier moment. Ici, j'ai la base pour faire ma petite vinaigrette. Donc, on va montrer... Je vais juste vérifier, vous voyez, est-ce que... voilà, ça commence à être un petit peu sirupeux. Je vais le laisser encore un tout petit peu, parce que ça reste encore un petit peu liquide. Alors là, vous n'avez pas l'odeur, hein, mais ce qui est assez impressionnant, c'est le jus de clémentine, comme ça, quand on le fait réduire, en fait, et on a l'impression qu'il se torréfie, hein, donc il prend des arômes. Vous allez voir que même dans la vinaigrette, c'est des fois un petit peu compliqué. On se demande si on a du fruit de la passion, ou du litchi, ou de l'ananas, parce que du coup, ça a pris des choses, une forme un petit peu compotée. Mais quand on dit aux gens que finalement c'est de la clémentine ou du jus de mandarine, en fait, hop, on recolle les morceaux aussitôt. Alors, je repars avec une dernière casserole. Il en manque une. Où est-ce que je vais attraper ça? Voilà, on va le faire ici. Alors, pour les derniers éléments, c'était 2 œufs, un petit peu de maïzena, ou là, en l'occurrence, c'est de la fécule de pommes de terre, notre jus. On va mélanger tous les ingrédients. Je vais attraper, je vais laver mon petit fouet. On a tout. Alors, on va commencer à fouetter. Donc là, pour l'instant, j'ai pas allumé mon feu. Donc, plutôt que de mettre dans un cul de poule avec tous les éléments, je vais mettre directement là, puisque le principe du curd, c'est de mélanger le sucre, les œufs, la maïzena, et une fois qu'on a... alors, je vais vous montrer là directement. Une fois qu'on a une préparation, on rajoute le jus. On va mettre sur le feu, et vous l'aurez compris, la coagulation de l'œuf et la maïzena va faire qu'on va se retrouver avec une crème, hein, une sorte de crème. Alors, je pars sur 2 œufs entiers. Voilà pour 1. Regardez, je casse l'œuf, toujours pareil, sur la planche à découper, parce que ça me fait une découpe qui est beaucoup plus nette, hein. Je vous explique souvent que quand vous cassez l'œuf sur une petite arête, vous faites beaucoup plus de coquilles et vous avez plus de chances de vous retrouver avec des coquilles à l'intérieur de votre préparation. Voilà. Pendant que Johanna a fait une petite plongée sur les éléments, je vais attraper... J'ai oublié de peser du sucre. Je vais juste attraper un petit peu de sucre ici. Voilà. On va donc rajouter l'équivalent de 100 g de sucre. Deuxième élément, donc les 2 jaunes, les 100 g de sucre. Il y a l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe de maïzena. Alors le sucre c'est 100 g, moi souvent je mets même 80 g. Hein. J'aime pas les curds quand ils sont trop sucrés. Et donc là, ce clémentine curd, il est en fait issu de ce qu'on appelle le lemon curd, hein, qui est cette préparation qu'on trouve souvent dans les gâteaux anglais. Voilà, donc les œufs entiers, le sucre, l'équivalent d'une cuillère à soupe, donc j'en mets un tout petit peu moins. On va mélanger notre préparation. Donc ce qu'on veut, c'est quelque chose d'assez mousseux. J'en profite pour regarder. Ah, c'est joli, hein. Et oui, je vois jamais ce qui se passe derrière l'écran, moi. Hop. Voilà, pour l'instant, c'est hors du feu. Pourquoi j'ai fait directement dans la casserole? Parce que là encore, c'est inutile d'aller salir tout simplement un cul de poule, alors qu'on peut tout faire directement dans la même casserole. Voilà, quand ça fait des petites bulles, ça veut dire que le sucre a suffisamment fondu. Je rajoute
le jus de clémentine. Si c'est difficile pour mélanger et éviter les grumeaux, est-ce qu'on peut s'aider pour mélanger avec un petit fouet électrique ou non? On pourrait le faire avec un fouet électrique. Après, là, il n'y a quasiment aucune chance de grumeaux parce que vous utilisez, là j'ai utilisé de la fécule de pomme de terre ou de la maïzena. La maïzena, c'est garanti anti-grumeaux, donc théoriquement, vous ne devez pas avoir de soucis. Là, par contre, on ne quitte pas le feu. Hein. Ça, c'est une étape assez importante où on va toujours fouetter. Alors, vous allez voir, il va se passer plusieurs choses. Ça va, Johanna, Johanna, elle est en équilibre. On a un très grand plan de travail. Et je rappelle que voilà, Johanna, elle est en stage à l'Institut Bergonier. Ah non, elle n'est pas en stage. Elle travaille. Elle travaille avec... Pardon. Je suis désolé, Johanna. En tout cas, elle réalise super bien parce que je vois qu'il y a des super images. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une première étape où on voit plein de mousse qui apparaît. Ça, c'est parce que c'est le début de la cuisson. Et puis, c'est aussi parce que je n'arrête pas de fouetter. Ce qui va nous servir d'indicateur et qui va faire qu'on va se rendre compte que la préparation, elle commence à figer. C'est simplement que déjà, sur le fouet, je vais sentir un petit peu plus de résistance. Mais qu'à un moment, ma mousse, elle va disparaître. Pourquoi? Parce que comme ça commence à épaissir, à coaguler, eh bien ma mousse, boum, elle va être absorbée par la préparation. Donc quand vous avez la mousse qui va commencer à disparaître, dites-vous que déjà, on n'est pas très loin de la vérité. Et ce que je veux, c'est faire donc coaguler les œufs. Je n'ai pas mis mon feu trop fort. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça fasse de l'omelette, hein. Je ne veux pas que ça fasse des paillettes. Voilà pourquoi je tourne tout le temps. Là, on le voit, hein, il y a beaucoup de mousse. Et vous allez voir que, comme par magie, il y a un moment où cette mousse, elle va totalement disparaître, enfin, j'espère, pour laisser place à notre curd. Une fois que tout va avoir coagulé un petit peu, voilà, je commence à avoir un petit peu de lumière au fond. Faut être motivé pour avoir du curd quand même. Ouais, faut être un petit peu motivé, mais bon, ça on peut s'y mettre à plusieurs. Voilà, regardez, ça commence à épaissir, gentiment mais sûrement. Donc là, je fais très attention. Je vais même sortir du feu 2 petites minutes. Voilà, vous voyez comment ça va assez vite au moment où ça épaissit. Voilà pourquoi j'ai pas quitté mon feu, hein. Très important. Vous voyez, et là, la mousse, eh ben, a complètement disparu parce qu'évidemment, tout a été pris. Voilà. Voilà. Notre préparation. On est un petit peu sur l'idée d'une crème pâtissière, hein, où on met des œufs, on met de la farine et forcément avec le lait et la vanille, ça coagule. Alors en général dans un curd, pour qu'il soit un petit peu brillant, on y rajoute quand même un petit peu de beurre. Je vous entends déjà hurler, mais je n'avais pas utilisé tant de matière grasse que ça. Donc on met juste un petit peu de beurre pour le faire briller, pour le rendre un petit peu scintillant. Normalement les Anglais, eux, mettent beaucoup plus de beurre. Regardez, comme voilà, il se met à briller, évidemment. Hein. On a mis du gloss, donc forcément ça brille un petit peu. Allez, je vais ressortir la préparation que j'avais au réfrigérateur. Vous voyez, là on a quelque chose de beaucoup plus brillant. On laisse pas refroidir, pardon, le curd? Le curd, on peut le laisser un tout petit peu refroidir effectivement, parce que là ce que je regardais c'est que la ganache, voilà, là on voit bien qu'elle a commencé à coaguler, mais elle est semi-prise, donc on va éviter de trop mélanger. Alors ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que je vais revenir à la première recette, le temps que ça refroidisse un tout petit peu. Ça du coup ça peut rester dehors, c'est pas très gênant. Voilà. On va faire la petite, voilà, on est bon, hein. Ça c'est notre, vous voyez, notre jus bien sirupeux. Je vais vous montrer ici avec une autre cuillère. Voilà, alors moi je le vois la couleur parce que je suis habitué à le faire. Regardez la couleur que ça a pris, voilà. Si le jus de mandarine et de clémentine n'avait pas du tout cette couleur-là au départ. Et ce que je voulais vraiment, quand je vous demande quelque chose de sirupeux, c'est ça.
Voilà. Et pensez bien à l'odeur, vous allez voir, hein, ça prend des choses, des notes un petit peu caramélisées. Alors, ici, on va tout simplement débarrasser notre jus pour faire notre base de vinaigrette. Alors ça peut être tout bête aussi, hein. Vous pouvez le garder en décor de vos pâtisseries. Ça peut être aussi le poulet qu'on a fait tout à l'heure. Si on ne veut pas le faire en pastilla, on le sert tel quel. On vient arroser de jus de clémentine réduit par-dessus. Vous allez voir que ça donne un peps. Quand vous allez dans les restaurants dits gastronomiques ou semi-gastronomiques, pardon, et que vous avez des petits points comme ça sur les assiettes, souvent ce sont des réductions de jus, hein, très concentrées, qui fait que quand vous passez du pain ou quelque chose par-dessus, il y a beaucoup d'éclat en bouche. Alors ici on va rajouter du vinaigre de cidre que j'ai ici. Voilà. Alors vinaigre de cidre, vinaigre de pomme, plutôt des vinaigres dits transparents. Là évidemment si vous mettez un vinaigre de type balsamique, on va avoir quelque chose de très sombre. C'est vraiment pas le but. Un petit peu d'huile d'olive. Et même si votre jus d'orange est chaud, c'est pas bien grave, hein. Cette vinaigrette, bien évidemment, elle va refroidir. Même si on aurait pu faire ce qu'on appelle aussi une vinaigrette dite tiède. Voilà, l'équivalent de 3 cuillères. On va mettre du zeste de citron. Le fait de mélanger 2 agrumes, ça donne toujours un petit peu plus de parfum. Là, regardez, hop, tout simplement un petit peu de zeste. Voilà. Et pour coaguler le tout, je vais mettre un petit peu de jus de citron. Vous allez voir que souvent, quand vous mettez du jus de citron et de l'huile d'olive et que vous tournez, ça coagule un petit peu la vinaigrette. Donc là, on ne peut pas avoir plus frais. On va presser un petit peu de jus de citron dessus. Voilà. Voilà. Et notre vinaigrette, c'est pas plus compliqué que ça. Vous émulsionnez un petit peu. Vous voyez, ça épaissit, hein, forcément, parce que le jus de citron et l'huile d'olive, ça vient faire quelque chose un petit peu plus épais. Et vous allez voir comment on va arroser notre salade avec ça et notre pastilla. Donc ça, je le laisse là. Il nous reste une petite demi-heure. On va procéder au montage. Alors, je vais laver un tout petit peu de... Pendant ce temps-là, Johanna se balade entre les différents éléments. Alors, ici, je vais venir simplement essorer. On va prendre une petite assiette. Voilà. Hop. Et vous allez voir, j'ai pris une assiette creuse. On va faire quelque chose d'assez joli. Voilà, regardez. Hop. Que la pastilla, c'est quelque chose qu'on mange un petit peu tiède, pas forcément trop chaud. Donc là, je vais reprendre avec mes feuilles de laitue, ici. Là, vous voyez, vous mettez 3 petites feuilles. On arrose déjà d'un tout petit peu de vinaigrette. Et là, on va prendre, bah tiens, vous vous souvenez la petite pastilla qu'on avait fait tout à l'heure, donc du coup... On avait... il y a beaucoup de bazar, hein, chez moi. Hein. Johanna, faut pas montrer, hein, tout ce bazar là, à chaque fois. Hop. Ici, regardez, on passe un tout petit coup au travers. Regardez, de toute façon, mon moule, je l'avais beurré, donc regardez, il tourne tout seul en fait. Hein. Voilà. Et là, je vais récupérer ma pastilla. Voilà pourquoi j'avais fait une rustine au fond. Hein. Ça vient vraiment protéger. Vous venez la poser ici, tout simplement. Voilà. On arrose
on n'hésite pas à mettre un peu de vinaigrette dessus. Hop, si je veux en mettre un petit peu sur les bords aussi, comme ça. Et là, vous venez simplement zester un tout petit peu d'orange aussi par-dessus. Et voilà, le tour est joué. Hop, je vais même en mettre là, regardez, sur les bords. Voilà, ça fait joli. Et ça peut se récupérer avec les mains après. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour notre petite pastilla. Hop. Alors ça, c'est une suggestion de présentation, hein, comme on dit sur les emballages. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Et là, on va passer sur le curd qu'on a laissé refroidir. Je vais me débarrasser du fouet ici. Et là, avec 2 cuillères, on va venir habiller la suite de notre gâteau. Alors pourquoi avec 2 cuillères? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que 2 cuillères, ça vous permet de faire des choses beaucoup plus précises que vous allez venir pouvoir poser dessus. Voilà. Ici, on va se mettre à l'intérieur. Hop. Alors, on peut bien évidemment... j'ai des collègues hein, qui vous auraient fait cette recette d'une façon complètement différente, en mettant tous les éléments dans des poches à douille, en faisant des petits points autour. Alors, je suis d'accord, hein, il faut tout pour faire un monde. Moi, je vous montre des choses que vous allez pouvoir refaire facilement à la maison. Bien évidemment que là, si j'avais voulu prendre une jolie assiette et commencer à vous faire des petits points, des petits zibouibouis, des petits entrelacements avec le spéculoos et autres, on peut faire des choses magnifiques. Donc, laissez-vous porter une fois que vous avez fait ça, à laisser votre imagination, allez sur les comptes des copains, Instagram, vous tapez, vous allez voir, il y a plein de choses merveilleuses. Je pense notamment les desserts de Rudy, R-U-D-Y, vous allez sur Instagram, vous allez voir, il fait des choses merveilleuses. Je pense que je lui donne les mêmes éléments et il nous fait, waouh, juste un dessert de fou. Moi, ce que je veux, c'est que déjà, vous, à la maison, vous ayez la maîtrise des différentes techniques de la ganache, du curd. Et puis, une fois qu'on a cette base-là, on va évidemment beaucoup plus loin. Là aussi, voilà, c'est toujours je vous donne une piste. À vous de vous approprier les choses à la maison. Hop. Et là, on va mettre le curd au centre. Voilà. Évidemment, tout ça, ça retourne au réfrigérateur après pour que tout fige. Donc, comme disait Lucie tout à l'heure, c'est un dessert que vous pouvez préparer en avance. Bien évidemment, vous allez le filmer hein, pour pas qu'il prenne les goûts du réfrigérateur. Et ensuite, à vous de vous amuser avec ce que vous voulez. Alors là, on va faire une petite présentation ici sur assiette. Et vous allez voir tout simplement, je vais ici poser mon centre et en retirant mon papier, là, et ici on va mettre tout simplement des petits zestes de citron, toujours pareil pour rappeler le thème. Sur la recette, je vous avais dit que vous pouviez prendre aussi des petits fruits rouges. Et comme on aime la clémentine, on peut aussi tout simplement venir zester un petit peu de clémentine sur le dessus, bien évidemment, ou des mandarines. Ou remettre un peu de spéculoos, enfin voilà, après vous amusez comme vous voulez. Alors celui-là, je vais essayer de le démouler, même si je pense que... Ouais, celui-là, il n'est pas tout à fait... Il n'est pas tout à fait figé. Alors, ce qui peut être très amusant aussi, c'est que du coup, normalement, ça doit tenir. Mais si je le démoule maintenant, forcément, voilà, vous allez avoir quelque chose qui va venir s'écraser. Et on aura le petit truc en dessous. Voilà les deux petits desserts que je vous proposais aujourd'hui. Donc, du coup, la pastilla avec son petit cœur de salade. Avec notre petite vinaigrette ici, dite du soleil. Le petit cœur, le spéculoos. Vous voyez, on n'a pas traîné hein, une bonne petite heure et demie pour faire finalement ces deux plats. On va se retrouver, Lucie, je vais avoir besoin de toi, le 18, c'est ça? 18 novembre. 18 novembre, toujours sur le Facebook de l'Institut Bergonié. Les recettes, elles sont disponibles sur Facebook à la demande. Vous écrivez. Sinon, vous les avez sur l'onglet discussion. Elles sont aussi sur l'onglet de l'événement.
On se retrouve à bientôt pour un prochain cours. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte ou revenir sur des petites choses? Non, pas eu de questions. Ouais. Les personnes ont apprécié les recettes, encore une fois. Bon, tant mieux, n'ont pas forcément cuisiné avec nous, mais prennent toutes les recettes et les astuces. Et puis beaucoup de demandes par contre pour récupérer les recettes, je pense, pour pouvoir le faire au calme. Alors les fiches techniques, de toute façon, elles sont sur le Facebook et sinon vous nous les demandez. Alors, il y a le Facebook ou le mail de l'Institut Bergonié. On le retrouve sur le site de toute façon, l'Institut Bergonié. Oui, on retrouve les ateliers. Par contre, on ne retrouvera pas les recettes, mais c'est quelque chose qu'on peut faire si c'est vraiment on peut faire passer. Moi, j'ai un mail qui est tout simple, c'est chefjesus@orange.fr. Vous pouvez aussi m'écrire pour les récupérer. Là encore, on fait avec vous et pour vous. Donc, s'il y a des choses que vous voulez faire remonter, n'hésitez pas. Des choses qu'on aurait peut-être oubliées pendant cette vidéo, des choses que vous trouvez peut-être pas suffisamment interactives. Enfin voilà, on est là pour s'améliorer, on est là pour un petit moment encore, je pense, avec ce distanciel. Je fais comme vous, voilà, vous me manquez énormément, mais on fait ensemble. Donc je remercie encore une fois les services de l'ERI, l'espace rencontre information, évidemment tous ces espaces sont en mode pause, mais n'hésitez pas, il y a toujours des liens, il y a encore du vecteur par téléphone, par mail, on essaye d'être là, présent avec vous pour que vous ne soyez pas seul dans votre parcours de soins. Merci à l'Institut Bergonié, merci à Lucie et Johanna qui étaient là aujourd'hui. Donc Johanna qui nous a fait une super réalisation, je vois que ça bouge bien et tout, elle a fait des plongées sur les éléments. Voilà, c'était Chef Jésus depuis l'atelier rue Pelleport. Vous pouvez retrouver toutes mes infos aussi sur chef-jésus.fr. Et moi je vous dis donc au 18 novembre, on vous remettra encore des recettes. Je vous embrasse de loin mais super fort et on finit sur les images de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça je vais le retirer parce que je trouve que c'est pas si joli. Parce que ça aurait dû figer. Et merci petit beaucoup, dessert, Chef voilà. Jésus. À très bientôt, je vous embrasse.